Nous sommes accompagnés pour cette table ronde sur la santé par Madame Salamanca, donc, qui est directrice du département Web Innovation et des données à la PHP. Monsieur le député Pierre-Alain Raffan, député de l'Essonne et qui est un fin spécialiste des sujets du numérique. Monsieur Briac, CEO de WeData. On aura l'occasion de revenir sur vos différentes expertises et vos activités. Donc, on va traiter de la thématique de l'avenir de nos données, des données de santé précisément. Et donc, je voudrais tout de suite rentrer dans le cœur du sujet avec une question pour Madame Salamanca sur est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment aujourd'hui la PHP fonctionne et quand je parle de fonctionnement, c'est par exemple au niveau de comment est construite l'infrastructure de la PHP pour répondre aux enjeux qui sont liés à la protection des données de santé. Bonjour à tous, déjà merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc la PHP a lancé un peu sa stratégie, on va dire, de valorisation des données à d'autres finalités que celles du soin il y a peut-être à peu près 5 ans. Donc elle s'appuie vraiment sur le fait qu'on a un dossier patient informatique unique depuis une dizaine d'années qui est progressivement déployé au sein des 39 hôpitaux d'institutions. Et donc une fois qu'on avait ce dossier patient unique, la question de réutiliser ces données-là pour le pilotage de l'activité hospitalière, pour l'innovation, pour la recherche s'est posée assez vite. Et là, il y a vraiment les aspects techniques d'un côté, donc je vais essayer de les décrire rapidement, mais il y a aussi tous les aspects de gouvernance et de modèle d'organisation au sein de la grande institution qu'est la PHP pour organiser ce partage de données et cette utilisation des données à ces finalités-là. Donc la communauté médicale a été largement associée à la construction de cet entrepôt de données de santé qui compte aujourd'hui à peu près 12 millions de patients, donc ça commence à être quelque chose d'assez considérable. Donc, un des premiers, il y avait quand même un certain nombre de grandes règles que la communauté médicale n'était pas prête qu'elle avait envie de se donner. La première qui était le fait qu'elle soit associée à chaque fois que ces données-là soient utilisées. Donc, par exemple, un projet de recherche qui se fait en partenariat avec que ce soit un partenariat académique ou un partenariat industriel, qui est à minima un professionnel de la PHP qui soit dedans, à la fois pour garantir le fait qu'une finalité publique, d'intérêt public qui soit utilisée pour ces données, mais aussi qu'il soit associé à l'évolution, à l'utilisation des données et qu'il puisse se former et former les personnes qui utilisent ces données-là. On s'interdit d'utiliser les données avec des organismes bancaires et assurantiels. Donc ça, c'est vraiment des partenaires industriels qui sont complètement on va dire, écartés de l'entrepôt de données de santé. Et il y avait une forte volonté des médecins que l'infrastructure qui héberge ces données soit celle de la PHP, donc que les données ne sortent pas de l'institution. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était assez et qui est toujours en fait au cœur des préoccupations des médecins, c'est la garantie du secret médical. Et ça, pour eux, ça passe par le fait que la PHP garde le contrôle sur ces données, que les données des patients ne se baladent pas sur des infrastructures à droite à gauche, que ce soit avec des partenariats industriels ou académiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui était au cœur de l'élaboration du projet. Puis on a après élaboré des règles de partage et un certain nombre d'outils qu'on travaille aujourd'hui avec la CNIL. On est le premier entrepôt de données de santé à avoir été autorisé par la CNIL en début 2017. Je pourrais en parler beaucoup plus, mais je pense que je vais m'arrêter là. J'avais juste une petite question pour finir de poser le contexte. Quelle est votre utilisation? Donc vous disiez qu'il y avait une non-volonté de stocker les données en dehors de votre infrastructure. Est-ce que vous utilisez quand même le cloud dans divers projets, que ce soit ne serait-ce que pour du calcul ou du stockage ou autre, ou est-ce que le cloud n'est pas du tout utilisé aujourd'hui à la PHP? Alors, je pense que, comme je le disais, la PHP, c'est 39 hôpitaux. Donc, on a une quantité de projets de recherche qui est assez importante. J'aurais du mal à répondre très précisément est-ce qu'on n'utilise pas le cloud sur certains des projets qui sont menés. En pratique, sur la partie on va dire institutionnelle, le cloud n'est pas du tout utilisé aujourd'hui. On commence à réfléchir à explorer sur certains projets de recherche qui vont nécessiter vraiment une puissance de calcul très importante, à utiliser des clouds évidemment HDS et de préférence aujourd'hui on s'oriente vers des solutions françaises ou européennes.
On expérimente sur certains projets les solutions cloud, juste pour voir un peu ce que ça apporte, la manière dont la PHP pourrait s'en servir, mais c'est vraiment pas quelque chose aujourd'hui qui est utilisé. Ouais. D'accord, on voit effectivement que c'est des données qui sont très sensibles. Et du coup, Monsieur Briac, est-ce que vous, quelle est votre approche, on va dire, technologique du sujet pour protéger ces données sensibles? Je ne sais pas si on m'entend. Merci déjà de m'avoir convié à cet échange. En fait, aujourd'hui, quand on parle de données anonymes, souvent, ce qu'on considère être des données anonymes, elles sont en fait juste pseudonymes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, ces données-là, elles ont été débarrassées des identifiants directs. Il y en a 19, il y a une norme qui existe pour ça. Mais globalement, ceux auxquels on pense spontanément, c'est le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale. Il peut y en avoir plein d'autres. Et en fait, ces données-là, elles sont donc pseudonymes et elles ne sont pas identifiantes directement. Malheureusement, en fait, ces données, elles sont identifiantes indirectement. C'est-à-dire que les variables qui sont identifiantes, les variables restantes qui n'ont pas été supprimées, elles peuvent être identifiantes par croisement. C'est-à-dire qu'avec d'autres sources de données, on peut réidentifier. Et donc, il y a un risque. Comme il y a un risque, et on peut le féliciter, le législateur a statué que la charge de la preuve pesait sur celui qui collecte les données. Et étant donné qu'il y a un risque, l'approche qui est généralement utilisée, c'est une approche de sécurité. L'image qui me vient en tête quand je parle de sécurité, c'est le cadenas, c'est-à-dire qu'on va verrouiller, sécuriser, traquer, on va mettre des solutions de blockchain, etc. On peut imaginer toutes les solutions qui peuvent être imaginables. Et malheureusement, il reste toujours un risque. Alors nous, on a une approche qui est radicalement différente, on a une optique qui est complètement nouvelle, qui est en fait de substituer ces données qui sont pseudonymisées par des données qui sont des données de synthèse, qui sont virtuelles, mais qui restent statistiquement pertinentes. Donc, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir exploiter l'information sans prendre le risque de la réidentification. Et les données qu'on génère, ce sont des données qui ont exactement la même structure que la structure de données de départ, parce que l'objectif, c'est, bien sûr, le postulat, c'est la sécurité, mais la finalité, c'est de pouvoir exploiter l'information dans toute sa richesse. C'est-à-dire qu'on conserve la granularité, la finesse, et on est donc une méthode d'anonymisation au sens propre du terme qui empêche la réidentification. Donc voilà, on a un prisme sur la sécurité qui est différent de ce qui existe, c'est-à-dire que généralement on pense à la sécurité comme une approche périphérique, et nous notre approche elle est différente, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on construit sur la donnée en elle-même et qui n'est pas du tout paradoxal avec une approche de sécurité périphérique. Elle est complémentaire, mais avec un prisme différent. Avec vraiment comme philosophie de méthode la sécurisation des données des individus. En l'occurrence, pour nous, on travaille plutôt dans le secteur de la santé, mais des patients. Merci beaucoup. On voit effectivement que ce sont des données qui sont très sensibles. Il y a certains mécanismes qui permettent de maîtriser ou en tout cas limiter les risques inhérents aux données de santé. J'avais une question pour vous, monsieur le député, sur les risques justement qui sont liés d'un point de vue, aux données de santé d'un point de vue réglementaire. Par exemple, on voit, il y a eu le Cloud Act, il y a eu l'élaboration du Privacy Shield. Aujourd'hui, quels sont les risques principaux qu'il y a sur nos données de santé? À mon tour de vous remercier pour l'invitation et l'organisation de l'événement. Alors ça reste un sujet complexe, qu'on est, on va dire, politiquement torturé entre deux sujets. Le premier sujet, c'est comment faire en sorte de pouvoir exploiter au mieux les données de santé, ce que vous disiez, notamment dans le cadre de la recherche, parce qu'on a tous traversé collectivement une période, et on la traverse encore un peu bizarre, où on se doit de pouvoir utiliser au mieux ces données pour la recherche, notamment pour trouver des virus ou répondre à ce qu'on appelle vulgairement une transition sanitaire, mais d'avoir le plus grand potentiel sur ces sujets. Ça, c'est une vision que tout le monde souhaite, même si le sujet des données et du numérique, plus globalement, a été pris très tardivement en France et en Europe. On a eu une prise de conscience assez tardive.
après le scandale Snowden et Cambridge Analytica, on a commencé à se réveiller sur ce qui se faisait au niveau de la gestion des données et de la gouvernance de la donnée. Donc, ça, c'est la partie un peu positive, donc on a envie que ça se fasse. Maintenant, et vous le disiez, il y a le sujet de la confiance. Et vous le rappeliez tout à l'heure, hein, ce fameux serment d'Hippocrate, on ne peut pas se permettre, quand on est législateur ou responsable politique, de faire prendre le moindre risque de fuite de données ou de pouvoir retrouver un patient, notamment qui a une maladie rare, et là qu'on peut retrouver avec des facteurs, même s'ils ont été pseudonymisés, c'est comme ça qu'on dit dans votre métier. Et ce risque-là, c'est un risque qui est encore flou, parce qu'on sait qu'on a de très bons acteurs en France qui peuvent permettre de sécuriser, mais il y a une zone, et vous l'avez évoqué, c'est le sujet du Cloud Act, cette loi extraterritoriale américaine, qui reste une zone grise, politiquement et techniquement. Ça a été rappelé par la présidente de la CNIL, on n'a pas encore de réponse au Cloud Act. Il y a des travaux qui sont faits législatifs en cours en France et en Europe, on y travaille, et vous le rappeliez, hein, ce risque existe encore et on ne peut pas se permettre, nous, justement, de confier ces données-là à des acteurs qui ne garantissent pas cette étanchéité, pour le moment. Quel est le risque justement final qu'il y a lié par rapport au Cloud Act, par exemple? Mais ce sera un risque d'accès aux données sur décision d'un juge américain. Donc il y a quand même un processus, hein, c'est pas non plus je claque des doigts et j'accède aux données, mais moi je ne connais pas le processus juridique américain, je ne sais pas quelle pression peut y avoir là-bas, mais quand on veut pousser les Français à utiliser le dossier médical partagé, avoir ces données en ligne quelque part, on ne peut pas trahir cette confiance. Et tant que nous, on ne s'assure pas d'avoir une garantie, alors quasi totale, il y aura toujours un risque. Hein. Quand on voit qu'un enfant de 13 ans à Lille peut rentrer au Pentagone, on peut se poser des questions, mais ça n'empêche pas de réduire ce risque-là. Et pour l'instant, la seule réponse, qui n'est pas législative, ce serait de confier ces données à des acteurs européens, dans tout le traitement de la chaîne, hein. Pas que dans le stockage, mais dans le traitement de la chaîne. Donc, c'est des sujets qu'on commence à évoquer, on y travaille, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de solution immédiate et technique, et nous, on appelle sur ces sujets-là à prendre le temps, et justement d'avoir les financements possibles pour soutenir les acteurs européens, mais prendre le temps de bien faire les choses et pas se précipiter, justement pour garantir la vision qu'on a eue tout à l'heure d'utilisation de ces données au service justement des Français et des Européens. D'accord. Donc vous pensez qu'il est possible que les données de santé restent effectivement sur le territoire numérique français, voire européen, pour la protection de l'ensemble de nos concitoyens. Alors, j'avais une question sur l'aspect plus contractuel, et le lien est que aujourd'hui, donc ces données-là, on voit bien qu'on n'a pas les infrastructures nécessaires pour les protéger, qu'il y a des pressions réglementaires dessus, et peut-être Élise ou Olivier, peut-être que vous pourrez m'éclairer là-dessus. Quelle est la prise en compte au niveau des contrats qui sont passés avec ces sociétés de services, les grands fournisseurs de cloud ou autres? Comment on se prémunit et comment on peut mettre une première ligne de défense face à ces potentielles exfiltrations de données? Je pense que vous êtes plus en première ligne que moi, mais je compléterai vos propos. Alors, nous, je pense que y a plusieurs choses, hein, qu'on peut évoquer là-dessus. Il y a un certain nombre de certifications, en tout cas d'exigences qui sont mises en œuvre à l'échelle nationale. Alors, on a des certifications justement hébergeurs agréés à données de santé. Donc ça, c'est une première étape et c'est quelque chose que nous, on met en prérequis par rapport à nos différents fournisseurs. On a par la suite des référentiels de sécurité qui sont validés par l'ANSSI et qui sont derrière mis en place par le ministère de la Santé. Donc ça, par exemple, ça énumère un certain nombre de règles qu'il faut respecter quand on traite des données de santé, au-delà même du fait d'être hébergeur agréé de données de santé. Donc toutes ces étapes-là doivent être franchies par les personnes avec qui on travaille. Et ensuite, il y a un certain nombre de failles, et ça a été évoqué tout à l'heure. En fait, beaucoup de choses sont complètement inhérentes à l'organisation qu'on met en œuvre en interne. Donc je sais pas, si quelqu'un, mon conjoint ou l'enfant va voler mes mots de passe et mes user mots de passe, il pourrait, c'est ce qui était dit tout à l'heure, hein, accéder à l'ensemble de la base. Et ça, il ne faut pas que ce soit possible. Donc
je ne dis pas qu'on est tous à ce niveau de maturité-là, mais mettre en place des contraintes organisationnelles en disant il n'y a pas une seule personne qui détient les clés du coffre-fort des données. Au contraire, mettre différentes barrières, ne pas donner accès à des données nominatives quand ce n'est pas nécessaire. Donc vraiment, et mettre des grandes barrières à l'intérieur de nos systèmes d'information pour que ce soit hermétique. C'est des types de mesures que progressivement tous les hôpitaux sont en train de mettre en place au sein de leur système et qu'ils exigent au niveau de leurs fournisseurs. Alors, je sais pas, ça ne répond pas complètement à la question, mais je pense que c'est déjà des premières étapes qui disent on a quelques armes à la fois législatives, un petit peu de référentiel et derrière organisationnel qu'il faut qu'on mette en place à tous les niveaux pour se prémunir sur ce genre d'attaque. On en revient du coup à cette notion, si je puis dire, de coopération entre les différents acteurs. On a vu que certains États européens avaient une interopérabilité sur ces données de santé, avec l'exemple de l'Estonie et la Finlande, où si vous avez une prescription qui est faite par un médecin en Estonie, vous pouvez récupérer votre prescription en Finlande. Monsieur le député, pensez-vous que cette interopérabilité puisse être industrialisée, voire faite by design, comme on dit, la sécurité by design, pourquoi pas l'interopérabilité by design pour assurer les échanges entre les acteurs? C'est un sujet qui est à l'étude, toujours politiquement parlant. Là, le métier n'est pas technique. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a missionné d'ailleurs les acteurs, et dont le député Éric Bothorel, sur ces sujets-là. Donc c'est une mission qui est toujours en cours pour étudier la meilleure façon de pouvoir rendre ces données interopérables. Est-ce que c'est possible? Donc techniquement, oui, il y a des pays qui le font. Est-ce politiquement acceptable? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser, parce qu'on en discutait encore ce matin. Il y a 27 pays en Europe qui n'ont pas tous le même état d'esprit. Donc, est-ce qu'on doit faire peut-être des projets pilotes avec, entre guillemets, des pays un peu plus proches dans cette approche-là? Et ça, c'est des questions que le gouvernement va essayer d'essaimer et d'y répondre, en tout cas dans les 4 mois qui restent, parce que c'est une mission qui a été lancée il y a 2 mois. Mais c'est à l'étude. En tout cas, il n'y aura pas de décision prise à la va-vite. On préfère prendre le temps d'essayer aussi de nous organiser en interne, entre guillemets, parce qu'on sait que sur ces données de santé, il n'y a pas forcément un schéma unique de la manière de les normaliser. Je suis sûr qu'à la PHP, vous avez une façon d'ordonner et de classifier vos données qui ne seront pas les mêmes qu'à Clermont-Ferrand, qu'à Marseille ou autre. Donc il y a déjà un travail à faire en interne sur ces sujets avant de réfléchir à une interopérabilité sur des autres pays. Donc il y a tout un sujet à défricher déjà en France, mais en tout cas c'est en cours. C'est en cours de discussion politiquement parlant. Il y a une feuille de route qui est en train d'être construite. Exactement. Et mise en place. Je voulais rebondir sur le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a eu un cas là qui illustre bien les propos que vous teniez, Madame Salamanca, au Portugal, d'un hôpital justement pour des problèmes d'accès, où il y a eu une fuite de données assez grave. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, nous, notre vision, c'est que la donnée de santé, elle a 2 objets. Elle a un objet, qu'on pourrait diviser en Y. Il y a un objet qui est personnel. Et donc, pour ces données-là, évidemment, on va utiliser des données personnelles. Mais en fait, il y a énormément d'usages qui sont faits sur les données qui ont été collectées dans le cadre du soin, qui ne sont pas personnels. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a aucune raison de faire prendre des risques à des données qui sont des données d'individus. Et donc, aujourd'hui, nous, notre position, c'est de dire que toutes ces données-là, pour les usages autres que le soin, ils doivent être faits avec des données qui sont anonymes. Très bien. Et donc, ça soulève la question de la valorisation des données, parce qu'on est sur plusieurs usages, ceux qui ne sont pas forcément destinés au traitement direct des patients. Par exemple, à la PHP, comment vous valorisez ces données? Donc, vous parliez tout à l'heure d'entrepôt de données. Comment vous valorisez aujourd'hui ces données? Alors, la valorisation, pour nous, elle prend plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de valorisation interne. Donc, on met à disposition de manière plus simple ces données à nos chercheurs, à nos médecins. Ça, c'est déjà une manière de valoriser nos données qui est assez importante. Ça leur fait gagner du temps sur
sur comment accéder aux données, sur les formalités réglementaires à faire. Ça, avant, quand on voulait faire une étude à la PHP sur plusieurs centres, sur plusieurs hôpitaux, il fallait faire une autorisation CNIL, il fallait aller chercher dans chacun des systèmes d'information les données. Maintenant, c'est plus quelque chose qui peut prendre beaucoup moins de temps. Donc ça, c'est déjà une manière de valoriser les données en interne. Mieux piloter l'activité de l'hôpital avec l'usage des données médicales, c'est aussi un énorme moyen de valoriser qui n'est pas évident à chiffrer au quotidien, mais on sait qu'on a quand même énormément de gains à faire là-dessus. Et puis, il y a la valorisation, on va dire, la plus financière, où évidemment la PHP s'interdit de vendre des données des patients à des industriels ou à des industriels ou à d'autres types d'acteurs externes. En revanche, on est plutôt dans une démarche de co-construction de valeur. Donc soit on fait des projets de collaboration avec des industriels, on va développer des choses ensemble et on va tirer profit de la valeur générée à partir des données. On peut aussi accélérer la recherche. Alors je l'ai évoqué rapidement sur la facilitation d'accéder aux données, mais derrière, par exemple, aider au recrutement de patients dans des essais cliniques, ça c'est valorisé énormément par certains industriels pharmaceutiques, parce que le temps de recrutement de patients peut être extrêmement long. Donc on est vraiment dans un modèle où on ne vend pas la donnée, mais où on souhaite la rendre accessible pour favoriser l'innovation et pour favoriser l'émergence de projets de recherche collaboratifs. Et du coup, sur ces aspects de valorisation des données, est-ce que vous avez aussi des partenariats, par exemple, avec des instituts pour favoriser la recherche ? Alors avec les instituts de recherche, par exemple ? Oui. Alors oui, alors on a déjà à la PHP, on a un certain nombre d'universités partenaires, donc ça fait déjà un gros écosystème de recherche. Il y a ensuite l'INSERM qui est très imbriqué avec la PHP, avec les médecins qui ont souvent une double affiliation, les médecins hospitalo-universitaires. Et on est aussi en train de développer les partenariats sur l'exploitation massive de données. Donc là, on travaille de manière très étroite avec l'INRIA, par exemple. Il y a les chaires 3IA qui se sont lancées. On fait partie de l'Institut Prairie, qui est une des chaires localisées en Île-de-France. Et puis je pense pour en donner plein d'autres. On a vraiment envie de développer ces partenariats avec ces organismes de recherche. Et c'est vrai que autant ça a toujours existé, mais sur le volet des données massives, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur ces dernières années. Et en ce moment, donc, il y a la question du plan de programmation pour la recherche qui va un peu flécher le financement sur les 10 prochaines années sur tous les sujets qui sont inhérents à la recherche française. Monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur les tenants et les aboutissants de ce plan de recherche et puis finir sur concrètement comment ça se traduit sur le terrain? En tout cas, merci d'évoquer cette belle loi qu'on a votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Donc, il s'agit d'une loi de programmation à l'image de ce qui s'était fait sur les lois de programmation militaire. C'est-à-dire qu'on est sur des sujets, la recherche, qui ne se font pas forcément sur du temps court. Et on ne pouvait pas se permettre de ne pas assurer à tout le secteur de la recherche de ne pas avoir des financements sur le long terme. Donc là, il y a un choix qui a été fait. Pour tous, c'est du long terme, puisque on a décidé de mettre à disposition en socle de base, un financement de base, 25 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. C'est un socle de base auquel s'ajoute ce qui se passe sur le plan de relance, les PIA, donc les PIA aussi qui vont soutenir tous ces sujets en santé, en technologie aussi, en approche technologique. Donc PIA, plan de relance, et après il y a aussi d'autres budgets qui sont dédiés aux autres ministères mais qui n'étaient pas pris en compte immédiatement sur ceux qui étaient rattachés au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc c'est un investissement et un engagement qui est assez historique puisqu'il n'y a pas eu d'engagement de ce type depuis l'après-guerre et la création du CNRS. C'est ce qu'il faut rappeler dans le processus. Donc ça c'est un pan très important de la loi. L'autre point important se retrouve dans la vision de la recherche française. Qu'est-ce qu'on veut en recherche? Est-ce qu'on cible uniquement des secteurs? Donc là, on a plus ciblé des transitions, et c'est ce qu'on évoquait ce matin avec la commissaire Maria Gabriel, c'est-à-dire qu'on aimerait que la recherche puisse soutenir 3 types de transitions, qui sont la transition donc sanitaire, écologique et technologique. On a reboosté le budget de l'Agence nationale de recherche pour soutenir des projets pluridisciplinaires. Donc, en fait, on invite chacun à avoir des projets en fait, qui répondent à ces 3 transitions, pas forcément en même temps, mais
en ne séparant pas les sciences exactes des sciences inexactes. Alors certains ont cette approche-là, d'autres parlent de sciences humaines et de sciences inhumaines. Voilà, après chacun a son approche sur le sujet. Donc ça c'est vraiment une vision qu'on a apportée sur ce sujet. Et on a insisté, et c'était une demande de plusieurs partis politiques pour le coup, de pouvoir renforcer le soutien aux acteurs français, notamment sur le stockage de données de santé. Donc il y aura des plans de financement sur ces sujets pour soutenir et puis arriver à sécuriser les sujets qu'on disait tout à l'heure, sur les fuites de données potentielles. Nous préférons faire émerger des acteurs européens. Donc là, il y aura aussi des budgets européens sur le sujet, plutôt que de confier des données à des acteurs non européens. Donc ça, c'est vraiment une vision qui a été validée par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et ça nous amène aussi au sujet du Data Health Hub. Health Data Hub, excusez-moi. Du coup, quel est parce que le sujet a été évoqué de nombreuses fois au cours des derniers mois. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur cet entrepôt, sur cette centralisation des données? L'idée est bonne. Donc on soutient le concept du Health Data Hub, c'est-à-dire il faut qu'on ait cette grande base de données française pour soutenir la recherche. Là, on est tous d'accord là-dessus. Là où il y a des discussions encore, c'est qu'on s'est dit qu'il n'y avait maintenant plus d'urgence à devoir faire un projet pilote chez un acteur non européen. Donc ça, c'est la vision, en tout cas, que je pousse à titre personnel, et en discussion avec les acteurs. Alors je sais que Sébastien Guernaud nous mobilise souvent sur la Cyber Task Force, et je sais que dans la salle, il y a des acteurs qui ont cet état d'esprit de se dire, au point où on en est, il faut qu'on travaille l'harmonisation de ces données, ce qu'on disait tout à l'heure, la normalisation, et qu'on puisse parallèlement faire émerger et faire des tests chez des acteurs européens. Là, il y avait une première vision, une première volonté d'accélérer sur le sujet, parce que c'est important de le faire, mais pas à n'importe quelle condition. Et comme il y a toujours cette zone grise du Cloud Act, nous, on invite en tout cas le gouvernement à prendre le temps de faire les choses en Europe. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, il y a d'autres questions qui se posent sur la sécurisation des données du Health Data Hub. C'est est-ce qu'il faut un système centralisé ou décentralisé? Est-ce qu'on stocke les données un peu partout dans chaque CHU et c'est un algorithme qui va chercher la donnée sur de la requête, ou est-ce qu'on met vraiment tout au sein de la même base? Donc c'est plus une doctrine ou une idéologie de l'utilisation de ces données et de son stockage qu'on doit redéfinir avec les acteurs. Mais ça, j'aurais pas de réponse aujourd'hui sur le sujet. Puis c'est pas moi de l'apporter, en tout cas, c'est avec les acteurs. Vous vouliez... Peut-être moi, pour compléter, parce que c'est vrai que cette question du Health Data Hub a un grand volet hautement politique, et donc là, c'est des sujets qui doivent être débattus. Par contre, sur l'utilité, je pense que vous avez très bien résumé la situation, je ne vais pas rajouter beaucoup plus. Simplement qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui ont besoin, malgré tout, d'héberger leurs données et leur base de données nationale quelque part. Et c'est vrai que le Health Data Hub avait aussi cette vocation de répondre à ce besoin-là. Moi, je pense à un projet que j'ai pu toucher de très près, qui est la Banque nationale de données maladies rares, qui est l'idée de construire à l'échelle nationale une banque de données sur le sujet des maladies rares. Et la question de l'appariement de ces données-là au système national de données de santé, le fait de l'héberger à un endroit se pose. Et aujourd'hui, on n'avait pas encore vraiment de solution. Le Health Data Hub propose d'y apporter au moins une solution à ces grandes cohortes de recherche ou ces projets nationaux. Parce que, comme vous l'évoquez, le fait de pouvoir utiliser, même si on les rassemblait dans un espace central, elles ne communiquent pas entre elles, elles n'ont pas les mêmes terminologies, elles n'ont pas les mêmes formats. Donc ça pose déjà un problème de base auquel il faut répondre. Et avant ça, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Mais donc le Health Data Hub a aussi cette vocation-là qui est... répondre à des besoins concrets que peuvent se poser certaines équipes, que ce soit sur des missions nationales ou sur des missions de recherche, en tout cas, qui ne concernent pas un seul établissement hospitalier. Et Monsieur Briac, peut-être que vous pourrez nous éclairer sur à quel degré la technologie peut être un levier justement pour toutes ces démarches de stockage de données centralisées, etc. Quel rôle a réellement la technologie là-dedans? Alors moi, je ne vais pas me positionner sur le Health Data Hub parce que je suis ni venu en tant que citoyen, ni en tant que soigné, mais en tant que chef d'entreprise. Donc,
Aujourd'hui, c'est certain que la volonté est bonne et les technologies aujourd'hui existent. On est capable de pouvoir anonymiser les données. Et je pense, encore une fois, qu'on ne peut pas faire prendre de risques à des données de patients, à des individus, de potentielle réidentification et de tous les risques qu'il peut y avoir derrière, des dérives qui pourraient survenir. Et quelles sont, donc on parlait d'anonymisation, quelles sont les limites qui peuvent être inhérentes à l'anonymisation de ces données? Par exemple, si quelqu'un est malade et qu'on ne puisse pas le prévenir, par exemple, est-ce que c'est un cas de figure qui peut se présenter? Alors, c'est intéressant, du coup, ça demande peut-être une petite séance de précision sémantique. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on considère être anonyme, si on pose la question dans la rue, c'est des données qui sont pseudonymes. Donc, on supprime les identifiants directs, donc le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, etc. Mais toutes les variables qui sont autres, la pression artérielle, la taille, l'indice de masse corporelle, la fréquence cardiaque, elles sont conservées à l'état pur. Donc ça, ces données-là, c'est des données pseudonymisées. Elles sont identifiantes par croisement, parce qu'il suffit d'avoir une clé pour pouvoir réidentifier. Dans la salle, si on prenait la combinaison de nos tailles, poids et tout simplement indice de masse corporelle, il n'y en a probablement pas une qui est identique. Il suffit d'avoir la clé à l'extérieur et on réidentifie. Et donc, par conséquent, ces données-là sont des données personnelles. Donc là, avec ces données-là, on a une table de correspondance qui permet de revenir à une personne. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, c'est une protection, mais ce n'est pas une garantie. Donc en effet, pour répondre à votre question, on peut revenir à l'individu d'origine et dans certains cas, c'est un intérêt. En revanche, pour des usages qui sont différents, pour lesquels on n'a pas besoin de revenir dans une relation personnelle, on ne peut pas aujourd'hui se priver de méthodes d'anonymisation. Alors l'anonymisation, c'est quoi? C'est déjà, on part de données qui sont pseudonymisées, et là, on va les substituer à des nouvelles données qu'on génère, qui sont des données de synthèse, où on va aller modifier la taille, le poids, l'indice de masse corporelle. Et tout l'enjeu, finalement, c'est de garantir la sécurité, c'est-à-dire l'impossibilité de réidentifier, mais l'enjeu, c'est de pouvoir aussi assurer la reproductibilité de la science. C'est-à-dire que si on empêche de réidentifier, c'est super, c'est le postulat de base, on veut protéger les individus, génial, mais la finalité, c'est quand même d'être capable de tirer les mêmes conclusions sur le jeu de données que l'on va générer. Donc je ne sais pas s'il y a un gradient d'intérêt entre les deux technologies. En tout cas, en termes de complexité, l'anonymisation est largement plus compliquée. Et en fait, il y a beaucoup de méthodes d'anonymisation qui existent, qui vont plutôt faire l'agrégation. C'est-à-dire qu'on va donner des moyennes, on va dire les femmes entre 25 et 35 ans ont telle ou telle caractéristique, ou les hommes, etc. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va apporter de la sécurité au détriment de la qualité. Nous, la technologie qu'on a développée, elle permet de concilier donc, cette très forte protection avec une conservation de la granularité d'un jeu de données dans la perspective de pouvoir faire les mêmes usages que ceux qu'on pouvait faire sur la donnée d'origine. Donc l'anonymisation ne permet pas de revenir à un individu. Techniquement, c'est tout à fait possible, mais c'est une caractéristique de l'anonymisation, c'est une transformation qui est irréversible, pardon. On ne peut pas faire le chemin inverse, alors que la pseudonymisation, on peut le faire dans les deux sens. L'anonymisation, c'est ce que moi j'appelle vulgairement un one-way ticket, c'est un voyage à sens unique. Une fois que la donnée a été anonymisée, elle ne peut plus être désanonymisée. Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur le Health Data Hub avec l'aspect un peu plus réglementaire. La CNIL a annoncé un démarrage anticipé par rapport à ce projet. Pensez-vous, monsieur le député, que la réglementation évolue en accord et de concert avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux besoins, ces nouveaux usages? Là, vous touchez à un autre point sensible, c'est la différence entre le temps technologique et le temps politique. Donc, il y a des travaux, comme je le rappelais tout à l'heure, au niveau français et européen,
sur ces sujets. Si on prend l'exemple du RGPD, il a été soumis à la Commission au Parlement en 2012. Il a été voté et mis en application 6 ans après. Donc forcément, c'est pour ça qu'on appelle, nous, d'abord avoir une réponse technologique. Donc dans la maîtrise du risque, ce serait de confier ça à des acteurs européens et travailler en parallèle sur la législation. Parce que ça prendra toujours plus de temps que la technologie. Donc c'est des sujets c'est 2 chantiers, à mon sens, qu'on doit travailler, mais en gardant en tête la vision et l'ambition qui est celle de protéger un maximum de nos citoyens et d'avancer dans l'innovation de la recherche médicale. Donc on est vraiment dans des sujets à 3 temps, assez complexes, parce que le temps de la recherche n'est pas non plus le temps technologique et le temps politique. Donc c'est comment essayer de rapprocher ces 3 chantiers en les menant en parallèle de la manière la plus sage possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas apporter de réponse immédiate au niveau législatif, ce qui reste une impossibilité parce qu'on n'a pas encore ces pratiques-là. C'est pas demain que ça va arriver d'ailleurs, hein. Et c'est pas notre rôle d'avoir un temps qui se rapproche de celui de la technologie, dans tous les cas. Donc on y travaille sur les 3 pans, mais ça restera complexe. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par l'aspect technologique. Et pensez-vous qu'à terme, la France, voire l'Europe, peut être force de proposition sur ce sujet-là, comme vous évoquiez le RGPD, qui aujourd'hui est utilisé de par le monde, et chaque pays ou État le transpose un peu à ses spécificités locales, comme on l'a vu au Japon, en Californie, etc. Est-ce que vous pensez que l'Europe ou la France ont la possibilité d'être vraiment force de proposition là-dessus ? Il y a 2 grandes choses qu'on sait faire en France et en Europe. C'est légiférer. Ça, c'est la première, je pense que tout le monde est d'accord. Et c'est aussi innover. On a une capacité d'innovation en France et en Europe qui est assez exceptionnelle. Et d'ailleurs, quand on rentre dans les sujets après un peu plus géopolitiques, parce qu'on n'est pas naïf, on sait que les données de santé des Français et des Européens sont très très regardées et prisées par les oligopoles. On sait que les États-Unis sont dans l'approche du tech for cash, comme on le dit. Nous, on est dans le tech for good, mais ils aimeraient bien avoir accès à toutes ces données-là pour faire du cash. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être naïf, mais les données de santé, on a un système de données de santé qui est unique au monde et qui est peut-être un des plus matures au monde. Vous avez peut-être une autre vision là-dessus, mais on a 2 types de données assez uniques, ce sont les données donc de santé et les données maritimes. Parce qu'on a, prenez le cas de la France, qui est on a deuxième littoral du monde, entre les Outre-mer et la France, et on peut avoir accès à des données sur la biodiversité, sur le maritime. Bon, bref, c'est peut-être des paris à faire au niveau France-Europe pour être différenciant vis-à-vis des autres régions du monde. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des actions politiques qui sont en place pour favoriser le développement de réponses concrètes? Donc ça peut passer par le tissu économique et nos entreprises, par exemple. Politiquement, il y a eu déjà un plan qui a été fait, alors ça c'est depuis la loi Pacte, il y a 2 ans, sur le financement de l'innovation de rupture. Alors ça, après, il faudrait que je me rapproche aussi des entreprises et des jeunes pousses pour savoir si l'accessibilité à ces financements est intuitive ou pas, avec la BPI. Donc ça peut-être qu'on évoquera ça après, mais c'est des informations en tout cas qui m'intéressent. Il y a le PIA et plan de relance, qui sont là aussi pour soutenir les acteurs européens. Et ensuite, il y a les budgets européens. Il y a une volonté, même s'il y a des budgets qui sont en discussion, en préparation, il y a une vraie volonté, et Thierry Breton, je pense, le rappelle à peu près toutes les semaines dans ses interviews, de faire émerger des acteurs européens avec une politique peut-être un peu plus agressive que celle d'avant, en tout cas plus active et moins passive, de pouvoir faire émerger en coopération avec les pays d'Europe ces acteurs, alors sur le cloud, sur les technologies diverses et variées, notamment sur l'intelligence artificielle. Et comment trouver de la cohérence quand d'un côté donc on a justement toutes les initiatives que vous venez d'évoquer et de l'autre la consommation de services ou de produits extra-national ou extra-européens? Quelle est la cohérence de l'État dans tout ça? Chercher une cohérence en Europe, c'est un très bel exercice.
Pour la petite anecdote, on l'a vu pendant la période du Covid, où il y a eu 2 approches entre la France et l'Allemagne pour développer les applications de type Stop Covid, hein, où on a voulu en France faire une application 100% cocorico, comme on le dit, avec l'INRIA et des acteurs européens, pendant que l'Allemagne a préféré une solution avec Apple et Google. Donc rien qu'au niveau européen, il faut qu'on retrouve un peu cette doctrine qui soit un peu cohérente et assumée. Et ça, c'est des réponses à apporter. Ce premier sujet. Et après, il y a nos propres paradoxes. En effet, il y a une culture numérique qu'on est en train de faire. Il y a une phrase qui a été initiée par Jean-Michel Miss, un collègue, qui disait que pendant que l'Amérique développe les GAFA, nous on développe les CERFA, nos questionnaires. Donc c'était la différence de cette culture numérique. Il faut qu'on s'éduque collectivement à notre approche numérique. Est-ce que le but c'est de digitaliser des processus complexes, ou est-ce que c'est d'abord d'avoir cette pensée un peu à la Amazon, hein, c'est-à-dire on rend tout intuitif, sexy, et c'est l'usage qui compte. C'est pour ça que dans notre quotidien, on utilise Google, Apple, parce que c'est sexy, c'est simple. Donc il faut peut-être qu'on réfléchisse collectivement à peut-être faire émerger des usages qui correspondent à notre façon de faire. Parce que dans un sens, on essaie de sécuriser ces données de santé, puis de l'autre côté, on a une Apple Watch ou une enceinte Alexa à qui on donne beaucoup d'informations de données de santé. Et sur Facebook et les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc les grands acteurs ont déjà une partie des données, peut-être pas les plus sensibles, mais ont déjà une belle vision de ces données de santé. On le voyait pendant la table ronde tout à l'heure sur l'éducation et sur la formation, où il y a le sujet se transpose de façon un peu différente, mais quand même assez similaire. Effectivement, il y a un tissu local existant, que ce soit d'acteurs, d'entreprises, et il y a parfois un manque de capitalisation sur ce tissu local à investir pour développer. Alors peut-être qu'il n'y a pas des solutions clés en main, comme on les appelle, tout de suite, mais effectivement, je pense qu'il y a un intérêt à investir sur ces solutions-là pour les développer, pour qu'on puisse répondre à nos besoins de demain. Et on parlait de résilience en Europe, et de résilience d'un point de vue de la sécurité, et ça va aussi, c'est aussi applicable pour la sécurité de nos données. Il y a du coup un vrai sujet sur toutes ces données de santé et la criticité qu'elles représentent. Mais on parlait tout à l'heure de la valorisation de ces données-là. Et est-ce que vous avez peut-être, Madame Salamanca, un exemple ou nous donner un peu des perspectives de comment demain on pourra utiliser ces données et quel est un peu l'objectif vers lequel on tend? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont aujourd'hui créées ou qui sont en cours de réflexion? Alors des initiatives en type de stockage, ou on parle d'usage quelconque sur le stockage ou sur l'usage de ces données sensibles? Non, les données de santé, nous, on a vu, et peut-être j'en ai évoqué 3 grands cas d'usage qu'on poursuit de manière active, sont la recherche, et c'est un gros bloc, hein, le pilotage de l'activité hospitalière, et puis la partie innovation qui peut, elle, servir à développer des outils. Alors je pense d'aide aux soins, c'est-à-dire par exemple les médecins vont vouloir échanger entre les différentes équipes de nuit, de jour, des informations sur les soins qui ont été donnés aux patients, la to-do list. Ça, par exemple, aujourd'hui, certains utilisent WhatsApp. Je dis ça, donc c'est le genre d'outils qu'ils vont utiliser, qui sont au quotidien et qui ne sont pas du tout sécurisés et pas du tout adaptés pour les outils, pour les données médicales. Donc on pourra, à partir d'une base de données sécurisée, permettre d'y greffer des outils qui sont ergonomiques et qui permettent de répondre à des besoins très concrets. Ça, c'est le volet innovation. Mais il y a aussi, et ça on l'a vu avec la crise du Covid, c'est toute la partie veille sanitaire et un volet qu'on n'a pas encore nous vraiment développé, qui est la formation. Donc les données aujourd'hui peuvent vraiment servir à beaucoup de choses. Donc, sur le Covid-19, on a mis en place, là je parle de la PHP, mais plus sur le volet maîtrise d'œuvre pour un projet national, qui a mis en place le système d'information SIDEP, donc qui concentre les données des différents laboratoires nationaux pour avoir une vue au jour le jour des patients qui ont une PCR positive.
Et donc on voit que ça a été un réel outil pour piloter la crise et qui sert aujourd'hui d'avoir une situation et une vue nationale avec beaucoup de précision. Donc il se trouve que c'est la PHP qui, encore une fois, héberge ces données-là et qui fait la maîtrise d'œuvre et qui a été fait ça avec des industriels. Donc la PHP n'était pas seule. Mais on voit que c'est quand même des choses qui peuvent avoir des impacts très positifs et assez concrets dès aujourd'hui. Sur les projets de recherche, là, on a une multitude de choses qu'on peut voir maintenant. On a des algorithmes d'aide à la décision qui sont en train de se développer. Là où c'est le plus mature aujourd'hui, c'est le domaine de l'imagerie. On voit vraiment des choses qui sont testées dans le cadre du soin, donc qui sont matures vraiment au point d'être déjà presque utilisées en routine. On a envie que ça arrive dans d'autres secteurs. Par exemple, l'aide à la prescription médicale, l'aide au diagnostic sur certaines pathologies. Mais ça, c'est vraiment, en tout cas à notre niveau, encore des choses émergentes. Mais tout ce secteur-là est en pleine croissance et on estime, et c'est pour ça qu'on est quand même assez nombreux à militer pour rendre ces données disponibles pour ce genre de cas d'usage, c'est que ça a un avenir quand même qui est assez prometteur. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Absolument, merci beaucoup. On avait une question peut-être dans la salle. Oui, j'en ai peut-être deux et une troisième qui vient d'émerger. J'aurais souhaité savoir, on parlait de cohérence, comment on articule le choix de la PHP, que je trouve très bon, avec le Health Data Hub, comment on articule ces deux outils-là. Et puis, deuxième sujet, sur les données, est-ce qu'on peut, dans le milieu médical, on a l'éthique et la déontologie. Est-ce que les acteurs de l'innovation qui viennent dans le monde de la santé pourraient être couverts par ces questions déontologiques et éthiques? Et donc, du coup, est-ce qu'on peut tout faire avec les données de santé? Oui, non, je ne sais rien. Et sur le volet déontologique, est-ce que finalement la valorisation commerciale de ces données de santé est quelque chose de souhaité, de souhaitable ou pas? Je ne sais pas qui prend, si vous prenez... Effectivement, il y a la question en regard de stockage de la donnée qui est plutôt pour vous, Madame Salamanca, et il y a la question plus politique qui est plutôt pour Pierre-Alain Raffin. Et justement sur l'articulation, parce que vous posiez la question, comment est-ce qu'on explique l'articulation des choix entre ce qui est fait au niveau du Health Data Hub, ce qui est fait au niveau de la PHP? Moi, je ne vais pas m'avancer sur ce qui est fait au niveau du Health Data Hub, mais ce que je peux dire à l'échelle de la PHP, c'est qu'on a déjà une infrastructure informatique présente et des data centers qui étaient hébergés, qui étaient agréés hébergeurs de données de santé, donc sur lesquels on pouvait s'appuyer. La PHP, c'est quand même 40 hôpitaux, le plus gros CHU d'Europe. C'est pas non plus des choses qui sont faisables à l'échelle d'autres types d'hôpitaux, voire d'autres CHU en France. Donc on partait d'un niveau d'informatisation assez élevé avec des capacités derrière qui sont importantes. Et puis on a le fait qu'on a construit cet entrepôt de données de santé avec notre communauté médicale qui elle-même avait un avis fort sur le sujet à l'époque, qui était de garder ces données-là au sein de la PHP. Donc c'est un choix qui a été fait via cette concertation avec notre communauté médicale. C'est peut-être moins le cas à l'échelle du Health Data Hub où il y avait tout à construire de zéro. Mais je vais laisser là pour le coup plutôt le politique répondre. Quelque part, vous répondez un peu à la question d'après, parce que finalement, vous dites que la PHP a fait un choix. C'est les médecins, si je comprends bien, qui ont fait un choix, qui est que les données de santé doivent rester à l'intérieur parce qu'elles ne sont pas valorisables commercialement, finalement. Alors là, sur la valorisation économique, on a deux choses. On a le fait de vendre les données, et ça, c'est un choix sur lequel la PHP est assez ferme. On ne vend pas les données à des acteurs externes, on ne vend pas les données tout court d'ailleurs. Par contre, on se permet d'avoir une valorisation financière des données en co-construisant des choses à valeur ajoutée. Par exemple, en co-développant des algorithmes avec des acteurs industriels. Et s'il y a de la valeur qui est générée par la suite, on espère en retirer une partie qui sera négociée avec ces acteurs industriels, puisqu'on apporte l'expertise médicale, on apporte les données et on apporte même un terrain d'expérimentation qui est assez important. Donc ça, c'est plus une démarche de valorisation dans laquelle on s'est inséré nous, à savoir celle de co-construire la valeur
mais de mettre à disposition les données dans nos conditions et dans le respect de nos règles de gouvernance, sans pour autant les donner à des industriels sous forme de rémunération. Et pour aller dans le sens de mémoire, l'utilisation de données de santé à des fins commerciales est interdite en France. Et on le rappelle à chaque loi qu'on vote. On en a beaucoup parlé dans le cadre de la loi bioéthique, on en a reparlé dans la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et donc ça répond à une bonne partie de la question. Ce qui est intéressant, c'est que les acteurs ou peut-être futurs acteurs qui traiteront ou stockeront les données respectent simplement nos lois, pas des lois extraterritoriales. Je parle des lois françaises sur le sujet. Donc il y aura forcément des garanties très très sévères sur ces sujets. Donc il y a déjà des certifications. Hein. Le fait d'être HDS, hébergeur de données de santé, ça apporte une réponse, mais ça apporte peut-être pas tout. Et c'est là où justement on doit peut-être nous, alors en tant que législateur, on n'a quasiment rien à faire puisque c'est déjà dans la loi, mais de resensibiliser les entreprises, d'être très vigilants sur les appels d'offres pour que ce soit écrit vraiment noir sur blanc, et que si toutefois il y a une transgression, ce qu'on ne veut pas, hein, parce que ce sera le sujet de la confiance, s'il y a le moindre souci sur une fuite de données, on peut oublier le dossier médical partagé, hein. Plus personne ne voudra mettre ses données de santé en ligne. Donc qu'il y ait des réponses aussi judiciaires assez importantes sur le sujet. Il y a un article dans le Code de la santé publique, je crois que c'est l'article 11110, ça doit être à peu près ça, qui dit que la valorisation des données est formellement interdite. Et alors sinon, moi je voulais rebondir sur la question finalement de comment on procède pour sortir de la question de la valorisation, mais échanger la donnée, donc avec des partenaires industriels, avec en interne ou d'autres acteurs. En fait, notre position, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une anonymisation, mais on doit parler d'une anonymisation pour un usage. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le même prisme de transformation avec les technologies qu'on a développées si on décide de transformer des données, de les anonymiser dans une perspective de faire de l'open data, ou que si, par exemple, on met de la donnée au service d'une même structure pour faire de la recherche. C'est-à-dire qu'on va considérer le niveau de confiance qu'on peut avoir dans l'usage pour déterminer la façon dont on va anonymiser les données. Bonjour, alors j'ai deux questions qui sont à cheval entre des questions et des remarques. Alors vous venez de parler de valorisation, on parle de données qui n'ont pas de prix et pourtant on a quand même des acteurs économiques qui eux vont créer de la valeur autour de ces données et de son exploitation. J'ai bien entendu que vous disiez, monsieur le député, qu'il fallait prendre le temps et du coup ma première question c'est combien de temps ? En fait, c'est vraiment combien de temps ? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'AWS qui parle de l'usage avant de parler du good tech. J'aurais tendance à penser qu'on s'en fiche tant que les gens utilisent une solution qui répond à nos attentes ou qui répondra dans un futur plutôt proche à nos attentes. Et ma deuxième remarque, c'est que vous évoquez beaucoup la confiance et la cohérence, et je suis ravie d'entendre ça quand on observe qu'un certain nombre d'éléments, de données, de contenu des politiques ou bien des collectivités territoriales, et j'en parle d'autant plus que je suis élue dans une collectivité territoriale, donc je vois ce que ça veut dire, sont hébergés sur des plateformes qui ne sont absolument pas européennes, et encore moins françaises, alors même, et je donne un exemple qui n'a rien à voir avec les données de santé, dans les plateformes numériques de diffusion de contenu en ligne, il y a YouTube, et puis en face, il y a Dailymotion. Et on va me dire, mais il n'y a personne sur Dailymotion. Ouais, mais si personne ne s'y met non plus, il n'y aura personne. Donc ma question, c'est vraiment combien de temps et comment on gagne en cohérence et en confiance si
les premiers à devoir montrer l'exemple ne le font pas. Voilà. Mais j'adore cette question et c'est absolument pertinent. Combien de temps? J'ai pas de réponse sur le combien de temps. Je peux faire le politique en disant le plus vite possible. Bon, ça va pas nous apporter de mais ce que j'entends par prendre le temps, c'est de se dire, n'allons pas prendre le risque, parce qu'on est pressé d'avoir cette grande base de données, de ne pas sécuriser ou de limiter le risque de la fuite de données, tout simplement. Quand vous me parlez d'usage, je ferai toujours la différence entre un usage commercial ou de loisir, que vous achetiez sur Cdiscount ou Amazon. Ça n'a pas un grand impact sur la confiance de vos données personnelles. Il y en a, hein, parce que les plateformes se font plaisir, c'est le but, ils font du cash. Sur la santé, c'est autre chose. Enfin, à mon sens. De l'usage, l'enjeu, c'est de se dire aujourd'hui, c'est imparfait. Il y a un dicton qui dit que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on n'est pas dans le mieux et on n'est pas dans le bien. Donc en fait, la question du temps, pour moi, c'est crucial parce que, en fait, on se dit toujours, mais ça, c'est un biais franco-français, quoi, de se dire, non, mais c'est ce que je suis. Nous, on a peur du risque, on a peur que peut-être ça va se réaliser. Et reste des courses, on se fige un peu. Après, c'est mon avis, hein, je l'exprime là parce qu'on me permet de le faire, mais du coup, c'est pour moi dangereux parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne nous attendent pas. Hier, il était exposé que finalement, c'était assez exponentiel le retard qu'on prenait et c'était assez juste. Attendre encore ou se demander comment potentiellement... Enfin, on a quand même des géants, il y a quand même des gens très forts ici, dans cette salle ou plus loin, en Europe. Je ne comprends pas ce qu'on attend encore. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais après, vous avez raison qu'il faut être vigilant. Mais il faut se donner des délais, il faut se donner des timings, parce que là, sinon... Voilà. Mais Juste, monsieur le député, oui. Excusez-moi, il y avait un petit complément de remarque devant. Ouais. Ah. Merci. Non, mais j'ai envie donc vous avez compris en plus, j'ai envie qu'on discute tous ensemble finalement, parce que c'est vrai que c'était très descendant. Et donc là, du coup, Oriana, je comprends le point, et je comprends aussi le point de monsieur le député, c'est que oui, il faut aller vite, parce qu'il y a urgence. Ok. Mais si on regarde ce qui s'est passé avec le PGE, donc là je sors un petit peu du sujet, mais avec le PGE, il fallait vite. On a fait en 5 jours, et en 5 jours, quand on va trop vite, on prend ce qui est disponible. Sommes-nous prêts? Non. Nous ne sommes pas prêts. Et donc, comme nous ne sommes pas prêts, la question qui, moi, m'interpelle, mais je sais qu'on se la pose et que ça anime nos cafés, c'est quelle est la stratégie? Ça, on la connaît. Quelle est la feuille de route? Et quand est-ce qu'on la déploie? Et là-dessus, c'est pas du tout une question, finalement, pour Pierre-Alain Raffan, parce que Pierre-Alain Raffan aussi est dans cette construction de la feuille de route. Donc, du coup, je nous pose à nous tous une question. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec nos données de santé, déjà? Parce que finalement, le premier rempart à tout ça, c'est nous. Et 2, qu'est-ce qu'on fait pour aider les décideurs publics à mettre en place cette feuille de route? Parce que la fragmentation de l'écosystème et le manque de ponts horizontaux nous freine beaucoup. Donc, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a urgence, mais par contre, je ne voudrais pas, et là, du coup, je vais vous laisser réagir, je ne voudrais pas qu'on loupe quelque chose par précipitation. Et typiquement, si, à titre personnel, j'étais allé trop vite, j'aurais pas rencontré Widata. Et je trouve que c'est super. Donc, quelle est la cartographie, en fait? Est-ce qu'on a une cartographie de ce que nous avons pour aller chercher ce que nous n'avons pas? Ah, pardon, oui. Je vais juste compléter, en fait, bon, Seb vient un peu de tuer le game, hein, mais pour rebondir, en fait, sur cette histoire de temps, je veux juste rappeler que
quand on parle de données à caractère personnel, certes de santé, il y a le code de la santé qui s'applique et autres, mais il y a aussi le RGPD. Et tout à l'heure, on parlait de données, de formats, etc. Sincèrement, j'ai l'impression d'être projetée en 2014, où on avait déjà cette discussion-là quand on avait discuté d'open data, etc. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les différents standards et les formats pour justement permettre une interopérabilité. Mais plus loin encore, dans le RGPD, il y a une notion qui s'appelle la portabilité. Et donc là, je rejoins le fait qu'il faudra un peu se dépêcher parce que la loi, on n'y échappe pas. Enfin, on peut essayer, mais après, on a d'autres problèmes. Et du coup, en fait, le RGPD s'appliquant déjà depuis un bon moment, je comprends qu'il faille prendre le temps pour faire les choses bien, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Et donc, on l'a pris le temps. On avance là, c'est bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est liée à ça, c'est qu'aujourd'hui, on a tout de même une quantité invraisemblable de choses qui ne sont pas considérées comme des devices médicaux, qui ne sont pas définis en fait comme des objets médicaux, qui sont pourtant en vente, qui sont pourtant utilisés par les praticiens, qui sont imposés aux patients. Je pense notamment, j'avais travaillé avec une communauté de malentendants qui ont des implants cochléaires connectés. Et donc en fait, les patients n'ont pas accès à leurs données. Ils ne sont pas nécessairement au courant qu'on leur impose un appareil connecté. Mais ils peuvent par contre se prendre des appels de leur médecin à 22h de pourquoi vous avez éteint de nouveau votre appareil. Il y a aussi un côté, quand on parle de confiance, donc je conclus là-dessus, c'est quand on parle de confiance, il y a aussi cet aspect-là d'infantiliser l'utilisateur. Et ça, pour moi, quand on est dans un rapport de soins, c'est la ligne à ne pas franchir. Parce qu'à un moment donné, on n'aimera pas quand on nous le fera. Et on est tous l'utilisateur final ou le patient de quelqu'un. Donc, je comprends qu'il faille prendre le temps pour réfléchir. Mais est-ce qu'on pourrait réfléchir un peu plus vite? Parce que là, ça dure, quoi. Et comment on régule justement ces abus-là? Comment est-ce que on régule en fait tous les autres usages? En fait, on crée de la donnée de santé, mais où les gens ne se rendent pas compte qu'ils gèrent de la donnée de santé. Monsieur Raffan, peut-être que vous avez une réponse à apporter. Si je devais résumer la demande, c'est que oui, on est dans un monde imparfait et que ça ne va pas assez vite. Sur l'aspect de confiance, la demande, elle ne vient pas du législateur. Les retours qui nous ont été faits sur la confiance, c'est ceux qui ont signé, sont engagés sur le serment d'Hippocrate, qui disent « Moi, je ne veux pas, dans un futur proche, confier les données de mes patients, et là je sais, parce que je les ai, je les maîtrise, à un système que je ne maîtrise pas. » Nous, on se doit de répondre à ça. C'est pas un choix, on ne s'est pas levé un matin en disant on va infantiliser les gens, c'est absolument pas l'état d'esprit. Sur l'émergence de nos acteurs, vous savez très bien à quel point j'essaie d'être votre porte-parole. On se voit assez régulièrement pour essayer de faire accélérer les choses. On est dans un système politique qui relève de l'exception culturelle française. Oui, c'est très long, oui, ça ne va pas assez vite, et je ne suis pas sûr que ça change tout de suite. C'est pour ça qu'on a un état d'esprit, on préfère libérer des budgets pour le privé, et qui est une association privée-publique avec les universitaires également. Ça, les libérer des budgets, on peut le faire beaucoup plus rapidement que s'entendre sur une législation globale d'encadrement des données de santé. Après, il faut forcément un cadre, mais le cadre, j'ai envie de dire, il est déjà existant sur les limites à ne pas franchir. Donc ça, c'est encore à travailler. Et ça, c'est une des responsabilités du législateur. C'est pas répondre à l'immédiateté sur l'usage, parce que l'essentiel, je vais vous dire, dans la période actuelle, c'est pas de créer un Health Data Hub,
on a d'autres sujets un peu plus urgents sur ces sujets, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas abandonner cette innovation qui est attendue par le milieu de la recherche, et notamment sur ces sujets-là. Et pour répondre à madame, et oui, il faudra qu'on poursuive cette discussion, mais notre système politique a autant de paradoxes que chacun d'entre nous. Quand on représente les citoyens, on est aussi paradoxal. Hein. C'est-à-dire que oui, on veut que ça aille vite, mais pas trop. On veut qu'il y ait des usages super sexy, mais sécurisés, mais qui correspondent à ce qu'on veut, mais pas trop non plus. On l'a eu, et c'était un des sujets du Stop Covid, c'est-à-dire que il y avait une paranoïa qui s'est installée en disant « mais je veux absolument pas qu'on ait accès à mes données de géolocalisation pendant que dans votre smartphone ou dans le reste, je suis pas sûr que chacun les ait désactivés, et ça va chez les acteurs américains, et comme c'est américain, on s'en fout. » Donc il y a beaucoup de choses à discuter, il y a beaucoup de choses à remettre sur la table. On a toujours rappelé, je pense qu'on avait discuté aussi avec Sébastien, il faut un moment qu'on détermine collectivement de ce qu'on veut globalement du numérique, des usages, de l'accélération, des budgets associés, sous forme d'un grand débat ou autre, peu importe. Mais entre l'IA, la reconnaissance faciale, les données de santé, il y a tellement de sujets. Et après l'impact sur l'emploi, il faut qu'on essaie d'avoir entre guillemets, une doctrine française et européenne, hein, parce que c'est toujours la complexité de vouloir faire ce que disait Maria Gabriel ce matin. Hein. On dit que les États-Unis vont vite, oui, parce qu'ils ont une seule langue déjà, ils ont une seule législation commune. En Europe, il y a 27 pays, presque autant de langues ou de dialectes, et avec 27 législations un peu différentes. Donc c'est compliqué d'avancer vite dans un système complexe. Mais à un moment, oui, il faudra accélérer les choses. Et si on ne le fait pas nous, peut-être en libérant nos pratiques politiques, le privé le fera, parce qu'ils savent faire, et peut-être d'autres régions du monde le feront à notre place. Mais je suis de votre côté. Moi, je voudrais apporter un élément de réponse technique. L'anonymisation est vraiment une façon de respecter les libertés individuelles de chacun. Il y a un texte de référence qui a été édité par le G29 qui caractérise la nature les conditions à respecter pour une méthode d'anonymisation. Et le G29 s'est positionné sur le consentement, c'est-à-dire qu'elle a dit que l'anonymisation était un traitement postérieur, et quand la donnée avait été collectée avec une finalité légitime, donc par exemple dans le cadre du soin, il n'y avait pas besoin d'un consentement supplémentaire pour procéder à cette transformation d'anonymisation. C'est plutôt logique, parce qu'en fait l'anonymisation a pour vocation de protéger les individus, et donc ça veut bien dire qu'on a la capacité aujourd'hui de pouvoir procéder à ces transformations, et donc de respecter les libertés individuelles de chacun. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Monsieur Raffan, vous voulez... Oui, je voulais rebondir, parce qu'il y a un point que je n'ai pas évoqué sur une de vos questions. Vous parliez de notre cohérence, savoir montrer l'exemple. Bon, ça, on est encore un peu malade, on essaie de se soigner. Très souvent, on a eu, et il y a eu beaucoup d'appels d'ailleurs, pendant le confinement, quand on a vu l'impact du développement du télétravail et puis des plateformes pas forcément sécurisées, on voyait très souvent le système politique, et je m'inclus dedans, parler de souveraineté numérique sur des outils qui étaient américains, et dans leur première phase, qui ne sécurisaient pas les données. On a des garde-fous. On n'a pas été cohérent, on se soigne. Pour en rappeler toujours à Sébastien, qui est un de nos garde-fous, qui nous a dit les gars, arrêtez. Moi, je vous amène des acteurs. Donc, il y a eu Olvid, il y a eu Orange aussi. Je sais que tu fais aussi tes visioconférences sur des outils sécurisés. On a poussé l'Assemblée nationale à basculer sur ce type d'outils. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que on a testé des outils à la base qui n'avaient pas la fluidité exigée pour faire des grandes visioconférences.
Donc on a testé plein de choses, hein. Ça s'est amélioré depuis. Je sais que mes équipes sont là et mes collègues, surtout du numérique, entre guillemets, en sont témoins. C'est qu'à chaque fois, je les forçais à tester des outils français ou européens, avec un niveau d'exigence d'utilisation qui parfois était décevant. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, on était obligé de changer. Parce qu'on avait l'impression d'être dans une zone blanche en GPRS, un mot sur 10. Et donc là, c'est l'usage qui reprend. Par contre, il y a un ministre, et je le cite, c'est Cédric O, qui a tanné un maximum de ses collègues à ne plus utiliser d'outils non européens pour les visios. Alors qu'au début, tout le monde le faisait. Et maintenant, il se refuse à le faire. C'est-à-dire que s'il sait que c'est sur Zoom ou autre, il ne se connecte pas. Mais on a trouvé des solutions. Donc on a au moins le ministre du numérique qui a soigné sa cohérence. Nous, on essaie de le faire au niveau de l'Assemblée nationale. Ça prend du temps aussi, parce qu'il faut rentrer dans nos systèmes d'information qui sont d'un autre temps, avec des utilisations plus ou moins cohérentes et avec un accès à la connectivité aussi. Enfin bref, il y a tous ces sujets. Mais en tout cas, on fait le maximum. Hein, on essaie de changer, même des messageries personnalisées, WhatsApp, Telegram ou autre. Voilà, on essaie de se soigner aussi. Ça prend du temps, c'est comme une maladie, tout simplement. J'ai peut-être une question pour Elisa. Hier, on a eu une grande conférence sur le débrief finalement du volet numérique de la pandémie. Et pas mal d'acteurs disaient, ce dont on s'est rendu compte d'abord, c'est qu'on n'était pas prêt. J'ai notamment en tête Airbus Cybersecurity qui a dit, nous on a voulu utiliser un système de visio français, il n'y en a pas un qui fonctionne bien. Et donc ma question est, dans votre activité, est-ce que l'industrie française est présente ou est-ce qu'elle est présente sur seulement certains axes d'excellence? Quel est en fait le niveau de maturité? C'est vrai que c'est une question qui s'adresse d'ailleurs un peu à tout le monde, mais quel est le niveau de maturité de vos interlocuteurs lorsque vous n'avez pas, vous, en interne, fait le choix de développer? Alors, c'est une question assez difficile, je pense, parce que quand on regarde les systèmes d'information d'un hôpital, c'est quand même assez large. Et globalement, il faudrait que je réfléchisse, mais on n'a pas que des acteurs français ou européens dans nos systèmes d'information. Quand on prend les systèmes de gestion RH, financiers, etc., je pense qu'on s'appuie sur des géants internationaux dans le secteur. Par contre, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup, et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui sur beaucoup d'infrastructures on-premise. Donc même si c'est des acteurs comme Microsoft, on reste sur des outils qu'on maîtrise, en tout cas qu'on a localement chez nous, et les données ne sortent pas de nos serveurs, ou en tout cas ne vont pas sur des serveurs aux États-Unis ou en dehors d'Europe. Maintenant, là où on n'est par exemple pas du tout prêt en France ou en Europe encore, c'est même si OVH peut-être qui fait ses propres serveurs pourrait éventuellement sortir de ce cadre-là, mais c'est si on veut travailler sur du calcul du HPC, en fait on a des acteurs qui s'imposent aujourd'hui, qui sont Nvidia, et ça c'est des acteurs aux États-Unis, ils ont la maîtrise de la technologie déjà des puces qui permettent de faire ces calculs-là. On a donc sur certains sujets qui ne relèvent pas du tout de la santé d'ailleurs, parce que c'est du calcul des GPU, des CPU, c'est des acteurs maintenant qui ne sont plus en France ou en Europe. Par contre, quand on regarde nos dossiers patients informatisés, donc qui sont quand même le cœur de la machine de l'hôpital, on est beaucoup sur des acteurs européens aujourd'hui. Et on ne prend pas les acteurs américains qui, eux, s'imposent aux États-Unis. Donc on a quand même sur beaucoup de choses, et parce que ces secteurs-là se collent au système de santé français, européen, c'est quand même des systèmes qui sont assez localisés. Par exemple, le PMSI en France, ça reste quelque chose qui est la tarification à l'activité des hôpitaux ou même des systèmes d'information des médecins de ville, ça reste lié au système qui a été mis en place en France ou qui a été mis en place dans chacun des pays, et on a quand même une petite porte d'entrée sur l'adaptation au marché local. Donc nous, sur certains de nos systèmes d'information, on est sur des acteurs, je dirais pas forcément français mais européens, sur d'autres systèmes qui sont beaucoup plus généralisables, comme par exemple le système de gestion d'imagerie, le PACS. Là, on est sur des acteurs internationaux.
Donc voilà, je pense qu'on a une mosaïque et c'est malheureusement, on n'a probablement même pas d'acteurs français sur lesquels s'appuyer systématiquement là maintenant. Alors ça, il y a eu des rachats, etc. Mais le PAX à la PHP, c'est Philips qui s'en occupe, par exemple. Donc c'est plus un acteur français ou européen. Monsieur Briac, peut-être vous avez un complément de réponse à apporter. Bon, sur la question du système d'information, moi je pensais, on parlait tout à l'heure aux applications type Stop Covid. Nous, on a évidemment beaucoup réfléchi pendant cette période parce qu'avec notre technologie d'anonymisation, on s'est dit qu'on avait quelque chose à apporter. Et en fait, on est resté assez humble par rapport à ce sujet-là, mais on a développé une application qui est une application qui permet, qu'on a développée conjointement avec le CHU de Nantes, qui donc évidemment est hébergée sur un serveur HDS, qui regroupe différentes sources de données. Parce que en fait, souvent, on veut avoir la réponse. On se pose une question, on voudrait la réponse, mais en fait, il n'y a pas une, mais des réponses. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé différentes sources de données. Donc, on a construit un tableau de bord qui permet au CHU de Nantes de pouvoir avoir une vision extrêmement précise, factuelle, complètement agnostique de différentes sources de données. Donc, il y a des données de SOS médecins, il y a les données des urgences, il y a les données de radiologie, il y a des données de biologie, il y a les données, beaucoup d'autres, il y a les données du CIDEP, il y a les données de Santé publique France. Et en fait, tout ça, ça permet de donner une information la plus exhaustive possible. Donc en fait, ce qu'on permet de donner, c'est des courbes de séries temporelles qui permettent de visualiser l'évolution en l'occurrence là, du Covid, mais ça pourrait être d'une épidémie. Et un des intérêts de la méthode, c'est que chaque source de données a son intérêt, mais une des sources de données qui a beaucoup d'intérêt, c'est celle de SOS Médecins. En fait, elles ont une valeur qui est relativement prédictive. Alors, je ne sais pas si dans l'Assemblée, vous êtes habitués à les solliciter, mais moi qui ai des enfants, je suis habitué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on sollicite SOS Médecins, c'est souvent le premier relais du soin. C'est-à-dire que quand on ne peut pas aller chez le médecin ou qu'on a une contrainte, etc., on appelle SOS Médecins. Et en fait, cette information a une valeur prédictive et donc est très intéressante à analyser. Il y en a évidemment d'autres sources qui ont des intérêts, mais voilà, je voulais apporter cette illustration à cette question d'une technologie qui s'appelle Argos, qu'on a développée avec le CHU de Nantes. Merci beaucoup. Oui, le sujet me passionne. Je t'en prie. Merci Elisa, parce que en fait, ce que je comprends, c'est que en fonction du système, vous lui appliquez une criticité, et finalement, quand vous utilisez un prestataire, quel qu'il soit, vous appliquez aussi un niveau de maîtrise qui fait finalement que vous avez la main sur l'ensemble. Et donc, de mon point de vue, la gouvernance, c'est bien ça, c'est avoir la maîtrise. Et c'est pas une question de nationalité à la fin. Hein. Enfin, à titre personnel, c'est pas ce que je pense. Du coup, vous parliez de Stop Covid. Alors du coup, ça me donne envie de poser la question de savoir si des applis comme ça peuvent être qualifiées ou peu importe hein, d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut qualifier un service rendu par une application quelconque comme un service de santé? Je veux bien reformuler si je ne suis pas clair. Oui, ok. Est-ce qu'on peut dire que Stop Covid est un service de santé? J'ai pas non plus j'ai pas été au cœur du débat sur Stop Covid, mais sur certaines applications, alors parce que il va y avoir quand même, et ça a été évoqué tout à l'heure, on commence à avoir des applications qui sont à la frontière entre les applications de santé et de bien-être, où on va avoir un suivi, par exemple, de son pouls, du nombre de pas. Je sais pas si c'est ce genre de choses que vous évoquez. Ouais. C'est exactement ça, parce que déjà je connaissais pas la distinction. Je suis un peu profane. Hein. Non, mais je dis ça parce qu'on est plus sur de l'application qui est pilotée par un médecin. Parce qu'on a aussi, alors là, dans le cadre du Covid,
monté une plateforme de télésurveillance. Il y en a eu certainement plusieurs à l'échelle nationale. En tout cas, il y en a une qui a été montée par la PHP qui s'appelait Covidom, où on avait des médecins vraiment qui étaient on va dire en back-office, ou en tout cas des personnels médicaux qui étaient en back-office, et puis une application qui permettait aux patients de saisir ses symptômes, d'avoir des alertes si sa situation se dégradait. Ça, pour moi, c'est un service médical, puisqu'on a derrière des médecins qui suivent, qui sont là pour vérifier au quotidien la santé de ces médecins. C'est vraiment une application médicalisée. On a aussi des dispositifs médicaux qui sont prescrits, où on va avoir un médecin derrière qui surveille et qui va vraiment apporter une partie de soins. Par contre, je ne mettrai pas du tout au même niveau une application que je vais télécharger moi-même qui va me dire, voilà, votre pouls, aujourd'hui, il n'y a pas de médecin derrière, c'est des algorithmes qui tournent. Je pense qu'à ce stade, en tout cas, c'est assez différent. Mais c'est mon point de vue assez personnel sur le sujet. Hein. Pour compléter la réponse, Stop Covid, c'était la version digitale des brigades sanitaires. Il n'y a pas forcément de médecin derrière. Hein. C'est des personnes qui retracent les contacts que vous avez pu croiser dans les 15 derniers jours. Donc, on ne l'aurait pas forcément qualifié d'application médicale. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est l'utilisation. Il y avait une question au fond. C'est promis, c'est une question gentille. En fait, ma question, justement, on touche à ces applications bien-être qui sont à la frontière entre des données de santé, qui collectent en tout cas au sens de la réglementation des données de santé. Et je voulais savoir s'il y avait des projets de regroupement de ce type de données pour la prise en charge des patients, notamment dans la gestion des urgences, dont on a beaucoup entendu parler cette année, même avant le Covid. Et donc voilà, si la PHP travaillait sur des projets autour de ces données-là, parce que les données environnementales peuvent avoir un impact sur la prise en charge, notamment pour les malades avec des maladies de longue durée. Je peux vous donner un exemple si ça aide dans le sujet. Voilà, Alors, ouais, il y a beaucoup de choses là, parce que les données environnementales, ça a déjà été étudié. En tout cas, moi, je n'ai pas une visibilité complète, encore une fois, sur tout ce qui se fait à la PHP, mais je sais qu'il y a déjà des équipes qui ont travaillé vraiment sur la corrélation entre des pics de pollution et les entrées aux urgences, des typologies. Alors, je vais reformuler. En fait, je pense aux données environnementales du patient, pas des données environnementales au sens de la société ou d'un bassin de vie. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Les gens qui ont des suivis lourds en matière rénale et qui sont dans un protocole de greffe. Il se trouve que lorsqu'on greffe quelqu'un, on lui injecte énormément d'eau. Votre cœur va bien, c'est cool, vous arrivez à lancer les reins. Votre cœur va pas bien parce qu'il se trouve que vous faites jamais de sport. Et ben vous finissez avec un œdème et puis vous finissez en réa. Et ça coûte extrêmement cher. Je suis un peu cash. Hein. Ça coûte extrêmement cher à l'assurance maladie, de ne pas avoir pris en compte le fait que la personne qu'on a mise sur une liste de greffe, en fait, elle ne fait pas de sport. Et du coup, la chance pour que son cœur aille mal au moment où on va faire la greffe et on va lui mettre un certain nombre de litres d'eau, la probabilité pour qu'il atterrisse en soins intensifs ou en réa est extrêmement élevée. Alors, c'est un exemple que je connais extrêmement bien, mais du coup, en fait, la question, c'était de savoir s'il y avait des travaux autour de ces données, du coup, environnementales, mais du patient, et qui franchement sont là dans notre téléphone. Dans une montre connectée, dans une Fitbit, n'importe quoi, vous avez un certain nombre de données. Est-ce qu'on s'en saisit et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on s'en saisira? Parce qu'il y a des sociétés qui s'en saisissent, notamment pour la convalescence de sportifs, et je pense à une société qui s'appelle Human Fab, qui est d'ailleurs en lien avec Forestia maintenant et qui va faire dans le confort des voitures, notamment. Voilà, et qui est à Aix-en-Provence. Alors peut-être une réponse très rapide pour qu'on reste dans les temps. Très rapide, donc j'aurais tendance à dire, j'ai pas de connaissances aujourd'hui, moi, mais je pense qu'il y en a, ça commence à émerger, de projets qui vraiment s'inspirent, en tout cas qui vont aller chercher les données de ce genre de montres, etc. On commence à voir émerger par contre des spécialistes, en tout cas des médecins qui veulent travailler sur ce genre de choses, c'est-à-dire la prescription
de sport et de suivi de ce genre de prescription. Parce que quand ils vont dire, là, avant votre opération, vous devez faire du sport, on n'a pas de moyens de suivi. Donc il y en a qui commencent à s'intéresser à ça et qui font... C'est plus la démarche de projet de recherche pour voir l'évaluation de ce genre de dispositif, voir comment est-ce qu'on peut faire de la prescription de ce type de... comment dire, e-device ou en tout cas de suivi. Mais oui, c'est à l'état, j'aurais tendance à dire, émergent de ce que je peux en voir. Merci beaucoup. Je vous remercie tous d'avoir participé et de nous avoir accompagnés sur cet après-midi. Je tenais à remercier donc notre panel d'experts qui est là cet après-midi, aussi les personnes qui regardent la vidéo en direct, parce qu'il y a plusieurs personnes qui la regardent. Donc merci à tous. Je fais appel désormais à Sébastien pour un petit mot de fin. Et puis je vous invite à continuer les échanges après notre table ronde. Oui, merci beaucoup. C'était super qu'on puisse tenir cet événement dans les conditions des gestes barrières, des recommandations sanitaires. On a montré aussi collectivement qu'on pouvait se rassembler et faire attention les uns aux autres. Et donc, je souhaite que l'avenir nous le permette encore. Et ça me permet tout de suite d'appeler Édouard Janson et l'ACN qui a été un moteur et un soutien très important pour la tenue de cette journée. Et je vous invite à aller au pupitre pour un mot de remerciement. Bonsoir à tous. Donc, je vais faire vite parce que je pense que vous en êtes tous plein les bottes. Le principe de l'ACN, c'est de permettre à des entreprises qui sont parfois concurrentes ou complémentaires de se retrouver et d'échanger. Et ce qu'on fait à l'ACN au niveau de la France, l'ACN, ça regroupe 50 entreprises qui travaillent que dans les aspects de cyber, aussi bien hardware que conseil, que éditeur de logiciels. On a besoin d'aller plus loin et plus large que ce qu'on fait à l'ACN avec des utilisateurs et au niveau européen. Et aujourd'hui, pouvoir échanger avec vous, des députés, et avoir échangé ce matin avec Marie-Gabrielle, et pouvoir porter l'expérience et l'expertise française au plus large, c'est extrêmement important pour nous. C'est un des seuls, je ne sais pas si vous avez lu le petit observatoire qu'on vous a remis aujourd'hui, c'est un des secteurs où on a 9% de croissance par an sur les 5 dernières années. C'est un des secteurs où quand on pose en début d'année, vous recrutez combien de personnes? La réponse, c'est no limit. Ça dépendra des bons profils qu'on trouve. Donc c'est un super secteur, c'est un secteur où en France, il y a des super pépites. L'année prochaine, à ce même endroit, on préparera la présidence européenne. Donc l'intérêt de ces rencontres, et encore plus l'année prochaine en prévision de la présidence européenne, est stratégique. Donc en conclusion, merci à tous. Merci à tous d'être venus, même dans les conditions particulières. Donc la sécurité et la safety, c'est nos métiers, mais là, on l'a mis en pratique. Et on espère tous vous retrouver l'année prochaine, surtout dans cette optique de présidence européenne, et qu'on puisse porter haut les couleurs françaises au niveau européen, parce qu'on a des vraies licornes et des vrais talents sur ces sujets en France.